Il entra dans le manoir et resta figé comme si le parquet avait soudainement décidé de le trahir. Dans la grande salle aux rideaux lourds, sous le lustre qui avait connu de meilleures soirées, sa fille Camille se tenait droite, une vassoura à la main, la robe tachée d'eau de javel et d'huile de cuisine, et l'image le frappa comme un goût amer sur la langue. L'air sentait la poussière et le détergent, on entendait au loin le tic-tac d'une horloge que personne ne regardait, et son cœur se serra parce qu'il venait de retrouver un endroit qu'il pensait connaître et qui, en quelques pas, lui avait paru étranger. La maison, qui autrefois respirait rire et crêpes du samedi matin, avait pris la couleur de la retenue, et derrière Camille, Marianne, la nouvelle épouse, souriait avec la froideur d'une femme qui mesure son triomphe dans le silence des autres. Qui avait autorisé cela dans l'intimité d'un foyer? Qui avait transformé une enfant en employée de son propre salon? Ce que vous allez voir n'est pas seulement une dispute de famille, c'est la découverte d'un système de petites violences qui se cachait sous le vernis du privilège, et la manière dont une preuve simple, une caméra oubliée, a mis à nu ce que beaucoup avaient choisi d'ignorer. Restez jusqu'au bout, il y aura une révélation que personne n'attendait et une décision qui changea tout. Dans la mémoire du manoir, il y avait des odeurs précises, la confiture d'été de l'arrière-grand-mère, le café amer du matin et les ponne-cabis brûlés qu'il faisait parfois pour Camille lors des week-ends. Lucien, le magnat, n'était pas un père parfait, mais il avait été présent. Voix grave, mains larges, une patience construite dans les voyages d'affaires et les nuits tardives à réparer des erreurs. Enfance de Lucien aussi marquée par l'absence d'une mère qui travaillait, cela le rendait parfois dur, mais il savait, au fond, que l'affection se prouve par la constance. Après la mort d'Hélène, sa première épouse, la maison s'était mise à déplacer les meubles comme pour cacher le vide. Marianne était entrée dans cette brèche, élégante, contrôlante, souriante en société. Camille avait 6 ans et demi, cheveux en bataille, doigts souvent collants de sucre et une peur silencieuse qui s'installait au fur et à mesure que les ordres remplaçaient les histoires du soir. Cette histoire de perte et de tentative de reconstruction forme le cœur d'un foyer troublé par l'amour perdu et par la faiblesse humaine face à l'autorité. Les voisins, Sophie et Claire, chuchotaient parfois devant la grille, sans oser frapper. Le passé de Lucien revenait en ombre à chaque décision qu'il prenait, et c'est ce passé qui devrait lui donner la force d'agir quand il comprendrait l'étendue du mal. Les matins se succédaient dans une routine qui avait peu à voir avec la tendresse. La cuisine sentait la graisse chauffée, le tablier d'une femme portait l'odeur de sac et d'eau de javel, et les pas de Camille étaient mesurés comme si chaque mouvement devait être économisé. Dialogue dans la cuisine entre Camille et Marianne, 10 échanges comme une petite partition de peur. Marianne: Camille, essuie le comptoir maintenant, vite. Camille: mais j'ai fini mes devoirs, madame. Les devoirs attendront, la table ne se nettoie pas toute seule. Camille: je veux juste manger comme avant, papa fait des pancakes le dimanche. Ton père n'est pas ici, alors tu fais ce qu'on te dit. Il revient ce soir, il verra. Marianne: il verra que la maison est en ordre grâce à moi. Camille: est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Tu n'es pas à ta place quand tu traînes. Camille: je suis sa fille. Tu es une enfant et ici on apprend les règles. Camille: ça me fait mal quand tu cries. C'est pour ton bien. Les voix se coupaient, les casseroles faisaient un bruit sourd, la vaisselle cliquetait, la lumière du matin éclairait des cernes. La scène avait au moins 6 sensations distinctes, la saveur salée d'une larme qu'elle retint sur la langue, le froissement du tissu du tablier, le clapotis de l'eau dans l'évier, la chaleur d'une tasse planquée sous un bras, l'odeur corrosive de l'eau de javel, le bourdonnement lointain d'une radio. Hélène la gouvernante, Adrien le majordome et Damien le chef de sécurité regardaient parfois en silence, partagés entre l'obéissance et la gêne. Les micro-humiliations étaient constantes, expliquées comme discipline, justifiées comme éducation. Les voisins Sophie et Claire murmurèrent un soir en passant « On dirait que quelque chose a changé ici », et chaque mot claquait comme un verdict encore trop doux. La préparation d'un grand dîner fit basculer la maison vers un contraste cruel entre l'éclat public et la pénombre privée. Les invités arrivaient en voiture vernie, le portier Antoine sonnait les cloches et la table se dressait avec porcelaine et argenterie qui luisaient.
Lucien ne voyait pas encore la scène intime qui se jouait en coulisses. Camille avait reçu l'ordre de servir et de rester en arrière-plan, vêtue d'une robe trop usée pour la réception. Dialogue entre Lucien et Marianne en préparation du dîner, échanges nombreux. Lucien, tu as invité qui? Marianne, des associés et des amis du conseil. Parfait, assure-toi que tout soit impeccable. Marianne, comme d'habitude, je gère. Et Camille, elle restera avec nous ce soir? Marianne, si elle aide, oui, elle apprendra les bonnes manières. Lucien, je préfère qu'elle soit conservée à l'intérieur. Marianne, elle sait déjà comment tenir une assiette. Lucien, elle est ma fille, pas en employée. Il faut qu'elle comprenne les hiérarchies. Je ne veux pas qu'on humilie la famille. Marianne, il n'y aura pas d'humiliation, seulement de la leçon. Lucien, alors surveille-la. Marianne, je surveille toujours. La salle sentait la cire des meubles, le parfum des invités, le métal froid des couverts, le velours des rideaux, la chaleur des bougies et l'atmosphère vibrait d'un faux calme. Adrien arrangeait les chaises, Claire corrigeait un pli, Sophie apportait un plateau. Tout était calculé pour briller. Le dîner fut le moment où la façade se craquela. Durant un service, un vase précieux tomba, un fracas retentit et la réaction publique fut immédiate. Dialogue d'affrontement devant les invités, échange serré, au moins 11 répliques. Marianne, regarde ce que tu as fait, petite. Camille, je suis désolée, je ne voulais pas. Invité 1, nommé Isabelle, mon Dieu, est-ce que tout va bien? Invité 2, nommé François, on dirait un accident. Lucien, que s'est-il passé? Marianne, elle courait, elle n'a aucune précaution. Camille, je ramasserai, je promets. Lucien, non, tu ne dois pas servir comme ça. Marianne, c'est sa place ce soir, elle sait servir. Lucien, assez, Marianne. Marianne, tu vois comme elle est négligente. Lucien, je ne veux pas de spectacle devant mes invités. Un spectacle qui lui apprendra la place. La tension monta, les verres tintèrent, les conversations chutèrent, quelqu'un prit une photo et la salle eut au moins 6 sensations. L'odeur métallique du vase brisé, la poussière qui monta comme un nuage pâle, la lumière qui parut plus froide, le murmure qui devint une rumeur, les doigts tremblants de Camille, le goût amer d'humiliation sur sa langue. Personne ne s'était levé pour la défendre immédiatement, un silence pesant tomba, et c'est à ce moment précis que l'histoire prit un tournant irréversible. C'est alors que la caméra oubliée entra en jeu et que la vérité commença à se déployer. Hélène, la gouvernante, avait noté depuis des semaines des attitudes inconfortables et avait placé une petite caméra discrète dans la bibliothèque après l'appel d'une amie de confiance à l'ONG locale qui aide les enfants nommée Espoir Enfance. La découverte de cette caméra donna lieu à une confrontation documentée et publique. Confrontation filmée avec dialogue vif, 10 échanges au moins. Lucien, montre-moi ce que tu as. Hélène, c'est là, j'ai tout gardé. Lucien, j'ai besoin des preuves. Hélène, regarde ces enregistrements, ils montrent les ordres, les cris, les petites punitions. Lucien, pourquoi ne m'en as-tu parlé avant? Hélène, j'avais peur que l'on dise que j'invente. Lucien, tu as fait ce qu'il fallait, merci. Marianne, c'est faux, j'ai éduqué avec rigueur. Lucien, je regarde l'image, pas tes paroles. Tu me brises en public. Lucien, tu as brisé une enfant. La salle regarda les images projetées, les visages se tournaient, Sophie pleurait, Adrien serrait les poings, Claire appelait une amie journaliste, Damien cherchait son téléphone pour enregistrer. L'effet fut journalistique. Plan après plan, la routine cruelle devint incontestable, et la réaction du public commença à prendre la forme d'une condamnation morale. Moment de tension 1, développé en 2 paragraphes conceptuels pour appuyer l'intensité, environ 500 caractères chacun. L'air vibra d'attente. Chaque image montrait une petite humiliation comme une goutte qui creuse la pierre. Les invités se tenaient muets. Certains regardaient le sol, d'autres cherchaient des yeux Lucien comme si lui seul pouvait réparer. Le contraste entre le luxe de la salle et la petitesse de l'acte était violent, et la sensation de trahison se fit goût métallique dans la bouche de Lucien. Le cœur battait fort, les mains avaient du mal à tenir un verre, et un filet de pluie commença à tambouriner contre les vitres comme si le ciel voulait laver la scène. À mi-voix, on entendait les pas pressés d'un serveur qui cherchait un prétexte pour partir. Les murmures prirent des noms, les noms devinrent accusations silencieuses, et la maison déjà fissurée par la perte d'Hélène craqua un peu plus.
La résolution dans l'immédiat fut rapide et symbolique. Lucien prit une décision que beaucoup attendraient mais qui n'avait rien de théâtral. Il mit fin à la cohabitation, il confirma l'expulsion de Marianne du manoir et il choisit de rester auprès de Camille pour réparer ce qui avait été blessé. Dialogue de séparation, échange émotionnel, au moins 8 répliques. Lucien, tu dois partir, Marianne. Marianne, tu m'expulseras pour un geste filmé? Ce n'est pas un geste, ce sont des semaines d'abus. Tu ne comprends pas l'autorité. Je comprends la dignité d'une enfant. Tu perds tout. Je perds un décor froid. Je récupère ma fille. Hélène, nous organiserons son départ avec respect. Adrien, je m'occuperai des valises. La main de Lucien posa sur les cheveux de Camille. Il sentit le pouls rapide sous sa paume. Ses doigts étaient trempés. Il la serra contre lui. La chaleur humaine lui sembla presque inconnue après tant d'absence. Ils firent une petite cérémonie de renversement symbolique. Les habits de servante furent rangés. Un paquet de vêtements chauds fut apporté par Sophie, et l'on brûla discrètement une chemise tatillonne dans la cheminée pour marquer la fin d'une ère. Moment de tension 2, centré sur la confrontation publique et son retentissement, 2 paragraphes compacts. Dans la salle, les téléphones s'allumèrent, des images furent diffusées, la ville commenta, la presse locale nomma Espoir Enfance et des associations contactèrent la famille. La honte et l'exposure provoquèrent des réactions en chaîne. Certains soutenaient Lucien, d'autres le critiquaient d'avoir tardé. Camille, noyée dans la tension soudaine, ne savait comment nommer son soulagement et sa peur. Elle sentait l'air humide de la pluie et le goût du chocolat chaud que l'on lui tendait, mais aussi la brûlure d'un regard public. Les sons se mêlaient. Cliquetis d'objectifs, murmures, le froissement d'un manteau, la respiration profonde de Lucien qui prenait la mesure de son rôle. Le processus légal et médiatique suivit avec lenteur et une rigueur froide. Les enregistrements furent remis aux autorités, une plainte pour mauvais traitement fut déposée, et des représentants d'une institution de protection infantile locale se présentèrent au manoir pour évaluer la situation. Le ton devint plus journalistique ici. Protocole, dépôt de preuves, auditions et conseils d'experts en psychologie infantile qui vinrent proposer un suivi thérapeutique pour Camille. Le mouvement social fut nommé par la communauté. Des voisins, la journaliste Claire, la militante d'ONG Sophie et des collègues de Lucien portèrent des témoignages. La conséquence immédiate fut l'obtention d'une mesure de protection et l'engagement d'un plan de soins. Moment de tension 3, autour de la révélation de la caméra et de la confrontation intime, 2 paragraphes denses. Regarder ces images fut comme lire des pages d'un livre interdit. Chaque séquence montrait des détails minuscules qui, accumulés, formaient une violence claire. La main qui ordonnait, le ton qui rabaissait, les silences complices. Lucien sentit la colère monter, non pas la rage aveugle, mais une colère claire qui exigeait réparation. Le monde extérieur paraissait à la fois proche et lointain, et la scène de la confrontation resta dans la mémoire comme un sillage humide sur du verre. L'épilogue se déploya ensuite sur le temps long et prit la forme d'une reconstruction concrète en 3 moments distincts. 1 mois plus tard, Camille mangeait de pancakes sur la petite table de la cuisine, les fenêtres laissaient passer une lumière tiède et la maison avait retrouvé un rythme plus humain. Les 6 sensations principales de ce premier mois étaient présentes. La chaleur du bol de chocolat chaud, le tissu neuf d'un pyjama offert par Sophie, l'odeur de pain grillé le matin, le son des rires faciles, le toucher rassurant de la couverture sur ses jambes, le goût sucré d'un petit gâteau préparé par Hélène. Lucien avait engagé une psychologue recommandée par une association et Hélène était restée comme soutien. Les voisins, Claire et Adrien, venaient parfois, Damien organisait des promenades sécurisées et la communauté apportait vêtements et cartes. Un projet de soutien local avait commencé à se dessiner, avec Espoir Enfance et une plateforme médiatique locale qui proposait des ressources. 3 mois plus tard, la dynamique avait changé davantage. Camille allait à l'école avec confiance, elle riait sur le terrain de jeu, et la maison organisait des rituels de soir où l'on lisait des histoires à voix haute. Le centre communautaire avait lancé des ateliers pour parents et enfants, Lucien intervenait parfois pour parler de responsabilité et de réparation. Et le nom de Camille commençait à être associé à une petite initiative de prévention dans la communauté. Les personnes impliquées étaient nommées et agissaient. Sophie coordonnait la collecte de vêtements, Claire parlait aux médias sur la sensibilité des voisins, François et Isabelle avaient témoigné à l'audience, et Adrien veillait à ce que la maison reste un lieu de paix. La sensorialité du 3e mois incluait le bruit des chaussures sur le seuil, la fraîcheur du matin, l'odeur du café partagé, le goût des crêpes, la douceur d'une écharpe, la lumière tendre du soir. 6 mois après, la transformation avait pris une forme plus structurelle et généreuse.
un petit programme local de soutien aux familles fut inauguré et portait désormais un nom symbolique, en hommage discret à Camille, porté par l'ONG Espoir Enfance et avec l'appui d'institutions locales. Lucien avait mis en place un fonds pour soutenir d'autres enfants en risque, la presse avait relayé un reportage sur la prévention et Marianne avait fait l'objet d'une enquête administrative. Camille jouait librement dans le jardin sous la pluie, comme si elle réapprenait la joie des petites averses. Elle goûtait les pancakes du dimanche sans précipitation, et les rituels familiaux revenaient. Les sensations, 6 mois plus tard, furent l'odeur terreuse du jardin après la pluie, le crissement des feuilles sous les pas des enfants, la chaleur d'un gâteau partagé, le son apaisé de la voix d'un père qui raconte, le toucher d'une couverture enveloppante et le goût simple d'un sirop d'érable. La communauté, nommée et organisée, continuait d'offrir soutien et vigilance, et des experts en psychologie proposaient des ateliers réguliers. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour respirer, pour penser à quelqu'un que vous aimez et qui mérite protection. Ce qui nourrit une communauté, ce sont les paroles partagées avec respect. Partagez votre réaction dans les commentaires en commençant votre phrase par « ce qui m'a le plus choqué » pour que nos lecteurs puissent filtrer facilement les réponses les plus sincères. Dites-nous aussi si vous avez des idées pour soutenir des enfants vulnérables ou des associations à recommander. Vos commentaires aident à construire une archive d'expériences, à mettre en lumière des ressources et parfois à inspirer actions locales concrètes. En laissant un message, vous montrez que ces sujets importent et que la solidarité n'est pas seulement un mot, mais un geste. Maintenant que vous avez posé un mot, revenez avec moi pour la fin de l'histoire et pour voir comment chaque geste, même petit, a participé à réparer. En conclusion, Lucien tenait Camille serrée contre lui, la main posée sur sa nuque, sentant enfin le rythme régulier de sa respiration. La récupération n'était pas linéaire, mais elle avançait. La femme partit, les valises avaient roulé sur le carrelage, et la maison retrouva peu à peu ses petits rituels de pansement invisible. Ce qui s'est joué là n'est pas seulement une victoire personnelle, mais une leçon. La dignité d'un enfant ne se marchande pas, elle se protège. Si vous avez été touché par ce récit, partagez-le pour que d'autres sachent qu'il existe des ressources et des chemins de réparation. Abonnez-vous pour suivre les suites, pour recevoir des guides et pour rejoindre une communauté qui agit. Parfois, les murs parlent, il suffit d'écouter.